j'aimerais bien qu'on regarde ensemble cette image et qu'on imagine que la tache blanche ici représente l'ensemble de mes connaissances, tout ce que je sais, et que du coup le noir, tout le reste, représente mon ignorance. En général, quand on commence à s'intéresser à un nouveau sujet, quand on creuse un sujet, donc mon sujet pendant 10 ans c'était le cerveau, les neurosciences, on a l'impression que notre cercle de connaissances va s'élargir, que plus on va creuser notre sujet, plus on va comprendre en fait de quoi il s'agit. Et en fait, moi, il y a quelque chose de complètement contre-intuitif qui m'est arrivé. Plus je creusais mon sujet, plus je comprenais le cerveau, plus en fait mon cercle de connaissances se rétrécissait. Et en fait, avec le recul, je me rends compte que ce n'est pas que mes connaissances se rétrécissaient, c'est juste que je prenais beaucoup plus conscience de tout ce que je ne savais pas sur le sujet. Plus j'apprenais, plus je me rendais compte que c'était vraiment en fait très compliqué et que je ne savais pas autant que je pensais savoir. Et ce qui est intéressant, c'est que pendant une période, je me sentais vraiment experte. Je sentais que je savais tout sur le cerveau, que j'étais l'experte sur le cerveau. Et donc cette période-là, ou cette phase, c'est ce qu'on appelle l'illusion de connaissance. L'illusion de connaissance, c'est quoi? C'est quand on a trop confiance dans des connaissances, mais on ne se rend pas compte qu'elles sont limitées. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de deux choses, de pourquoi je pense que l'illusion de connaissance est un des plus grands dangers aujourd'hui dans notre société. Et j'aimerais aussi ouvrir une parenthèse pour vous parler du cerveau, puisque c'était l'objet de mes recherches, et pour vous montrer que le cerveau lui-même a cette propension à augmenter cette illusion en fait, de connaissance. Donc, je vais vous l'illustrer. Donc le cerveau, qui est le fruit d'une très très longue évolution, on a tendance à oublier, mais le cerveau a évolué pendant de très très longues années, 200-300 000 ans, dans un environnement assez hostile, avec des dangers imminents, des prédateurs, où notre principal objectif était d'éviter les dangers. Donc par exemple, vous êtes dans une forêt, vous entendez un bruissement dans les feuillages, ça peut être du vent, ça peut être un prédateur, et notre cerveau avait comme objectif de faire très rapidement des décisions qui augmentent nos chances de survie. Ces raccourcis mentaux, qui sont très rapides, qui sont très très utiles pour notre fonctionnement de tous les jours, s'appellent des heuristiques. Les heuristiques sont extrêmement utiles, c'est ce qui me permet par exemple d'ouvrir une nouvelle porte que je n'ai jamais vue, alors que c'est une poignée nouvelle, de descendre des marches. C'est extrêmement utile d'avoir des heuristiques. Mais des fois, les heuristiques ne sont pas adaptés à leur contexte, et donc là, on parle de biais cognitifs. Pour illustrer tout ça, parce que ça peut paraître un petit peu abstrait, je vais vous demander de regarder cette image. Et je vais vous demander de comparer le carré A ici au carré B, qui est là. J'imagine que tout le monde dans cette pièce voit le carré A comme étant d'un gris plus foncé que le carré B. Parfait. Eh bien, je vous assure que ces deux carrés, A et B, sont exactement du même niveau de gris. C'est vraiment exactement les mêmes. C'est très difficile à voir, hein. Même quand je vous dis, c'est ce qu'on appelle une illusion non compressible, c'est-à-dire que même quand vous le savez, vous avez du mal à le voir. On peut aller découper la feuille après la présentation, mais je vais les isoler pour faciliter en fait. C'est très très dur de les voir vraiment de différentes couleurs. Et donc là, en fait, je vais vous le remettre et vous allez voir que même quand vous le savez, le B revient à être plus clair que le carré A. Et donc c'est assez fascinant parce que cette illusion d'optique montre à quel point il y a des opérations mentales très très rapides, ces fameuses heuristiques, qui opèrent dans notre cerveau en fait, pour nous faire voir ce qui est le plus probable. On a l'impression quand on regarde le monde qu'on voit les choses exactement comme elles sont, mais en fait on les voit telles qu'elles sont les plus probables. Et ici ce qui se passe, c'est que donc, déjà le carré B, il est dans l'ombre ici, du plot vert. Or, notre cerveau sait qu'en général, les choses qui sont dans l'ombre sont plus claires qu'elles n'apparaissent. Donc déjà, notre cerveau va venir corriger pour cette ombre. Vous avez peut-être déjà ressenti ça en allant sur un escalator qui ne fonctionnait pas. Et dès que vous montez dessus, vous êtes un peu en déséquilibre parce que votre cerveau avait déjà anticipé le mouvement et avait corrigé ce mouvement. Donc toutes ces opérations mentales qui sont très très utiles pour notre survie de tous les jours, donc les heuristiques, on voit ici qu'en fait, elles peuvent être trompeuses. Pour illustrer un peu plus ce point, je vais vous demander maintenant de répondre à cette question. Donc si je vous dis qu'un timbre et une enveloppe coûtent au total 1,10 € et que le timbre coûte 1 € de plus que l'enveloppe, combien coûte l'enveloppe? C'est quoi la première réponse qui vient à votre esprit? La plupart des personnes, je dirais même tout le monde dans cette pièce, a le 10 centimes qui apparaît à leur esprit automatiquement, via une heuristique ou un raccourci mental.
Bon, il y a certains qui vont se dire qu'il y a un piège, ils vont calculer la bonne réponse. La bonne réponse est 5 centimes, parce que 1,05 € plus 5, ça fait 1,10 €, et dans ce cas-là, le timbre coûterait 1 € de plus que l'enveloppe. Donc vous voyez qu'on a des réponses automatiques. On se dit, mais c'est évidemment ça, c'est évidemment que le carré A est plus foncé que le carré B. Et on doute rarement, en fait, des réponses toutes faites que notre cerveau nous donne. Ça fait même l'objet de beaucoup de recherches, cette illusion, en fait, de cette surconfiance dans ce que notre cerveau nous dit et cette illusion de connaissance, au point que des chercheurs sont allés faire des exercices comme ça. Vous pouvez le tester avec vos amis. On a demandé à des gens de dire s'ils savaient dessiner, par exemple, un vélo, s'ils savaient comment un vélo fonctionnait. La plupart des gens disent oui. Et là, quand on leur demande d'aller vraiment prendre un crayon, un papier et aller dessiner le vélo, les gens ne savent plus. Ils ne savent plus où sont connectées les chaînes, si les pédales sont au milieu, au centre, etc. Et en fait, on a tout le temps cette surconfiance, on a des réponses immédiates. Si par exemple, je vous demande si vous savez comment fonctionne une fermeture éclair ou une chasse d'eau, on a l'impression que oui. Mais s'il faut aller expliquer en détail comment ça marche, c'est là qu'on se rend compte qu'en fait, on ne sait pas. Et c'est extrêmement intéressant parce que ça montre que, quelque part, notre cerveau n'est pas câblé pour avoir les bonnes réponses. On est plus câblé pour aller vite, avoir des réponses approximatives, immédiates, qui fonctionnent à peu près et qui font le job. Ce qui est très très bien, c'est extrêmement utile pour nous. Sauf que ça peut être dangereux si on n'en est pas conscient. Si on n'est pas conscient que ces raccourcis mentaux sont là et qu'elles nous donnent tout le temps ces illusions, que ce soit des illusions d'optique ou des illusions de connaissance, on se fait un peu trop confiance. On se fait confiance et donc on a du mal à admettre quand on se trompe, on a du mal à admettre que peut-être que nos opinions sont basées sur un processus de raisonnement qui peut être biaisé. Et donc maintenant, ajoutez à ça le fait qu'on vit aujourd'hui dans un monde dans lequel il y a énormément d'informations qui circulent sur Internet, avec beaucoup d'émetteurs et de diffuseurs de l'information, qu'elles soient vraies ou fausses. Et n'étant pas armés pour ce doute, on va faire confiance aux choses qu'on lit. On va même avoir des versions différentes et via le biais de confirmation. Le biais de confirmation, c'est le fait qu'on va plus avoir tendance à aller vers des choses qui confirment nos croyances que les choses qui les infirment. Et donc via, par exemple, le biais de confirmation, on va plus avoir tendance à avoir des faits chacun différents. Et donc ça, c'est un vrai danger pour la démocratie. Parce qu'autant pour une démocratie, c'est sain d'avoir des opinions qui sont différentes, autant c'est dangereux d'avoir des faits différents. Ça crée plus de réalité commune, plus de socle de réalité qui permettent de progresser. Donc aujourd'hui, une grande partie de mon activité consiste à trouver des manières de cultiver l'habitude du doute, c'est-à-dire développer l'esprit critique, armer les gens contre le flou, contre la fausse précision. Comment faire pour redonner aux gens l'appétit de la preuve. Ça, j'essaye de le faire sur l'échelle individuelle, mais j'essaye aussi depuis quelques années de travailler au niveau des politiques publiques, c'est-à-dire sur des questions d'intérêt général, sur la vaccination, sur les OGM. Sur ce genre de questions, vous allez me dire qu'il y a beaucoup de doutes. Oui, les gens doutent beaucoup, doutent des vaccins, doutent des OGM, doutent des politiques, doutent des versions officielles, doutent de la médecine traditionnelle, etc. Mais le doute dont on ne parle pas assez, c'est le doute de soi-même, douter de ses propres connaissances, de ses propres intuitions, de ses propres réponses automatiques. Et donc ça aussi, c'est extrêmement important, mais aussi important que les décideurs publics qui mettent en place les politiques publiques doutent de leurs propres biais. Donc ça, c'est une des choses qu'on fait, mais aussi prendre en compte ces biais-là dans le fonctionnement des politiques publiques, c'est-à-dire intégrer aux politiques publiques les connaissances en sciences comportementales pour les rendre les plus proches possibles du fonctionnement en fait, des citoyens, d'une part, et surtout une grande partie de notre activité consiste à utiliser la méthode scientifique, qui est aujourd'hui la méthode la plus robuste qu'on ait pour limiter ces biais, pour tester et évaluer les politiques publiques avant de les mettre en place à grande échelle. Parce que si on ne teste pas les politiques publiques, on ne sait pas ce qui marche. Et donc tester, c'est une sorte de posture d'humilité. Donc tout ça nous amène à adopter une sorte d'humilité intellectuelle, c'est ce que j'essaye de prêcher. Et donc pour la thématique de cette soirée qui est le retour au local, dans retour au local, ce que j'entends c'est retour à ce cercle de connaissances, prendre conscience des connaissances qu'on a. Parce que ça ne veut pas dire s'en contenter, ça veut juste dire en prendre conscience pour être dans une posture d'humilité qui nous permette de progresser. Pourquoi ? Parce que le plus grand ennemi de la connaissance
n'est pas l'ignorance. Le plus grand ennemi du progrès n'est pas la connaissance, mais c'est l'illusion de connaissance. Je vais inverser. Merci beaucoup.